Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 15 novembre 2022. Vincent Gall, très heureux de vous retrouver. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Capital.com qui sponsorise cette vidéo. Capital.com, un broker CFD mondial qui bénéficie d'une régulation internationale. Capital.com, un broker CFD qui vous permet de trader plus de 6000 actifs de toutes les classes d'actifs. Citons les actions Tesla et Apple pour le marché actions, le marché d'échange, l'or et l'argent et toutes les matières premières, les indices boursiers, les actions et naturellement les crypto-monnaies, sans oublier les ETF. Vous pouvez aussi investir sur les actions réelles de plus de 1000 marchés du Royaume-Uni et de certains pays de l'Union européenne. Alors, Capital.com, c'est un broker CFD, mes amis. CFD pour Contract for Difference. Certains peut-être découvrent ce que c'est. C'est très simple. Le CFD, vous ne tradez pas le sous-jacent en direct. Vous ne tradez pas, par exemple, une action, l'action en direct. Mais vous êtes exposé à la variation relative du sous-jacent. Simplement, vous êtes exposé à son évolution en pourcentage. Ce qui vous permet, depuis un compte unique, de trader les actifs de toutes les classes d'actifs. Le CFD, c'est aussi le trading avec un effet de levier. Ce qu'on appelle la dette de marge. Un effet de levier conforme à la régulation européenne, mais l'effet de levier, ça présente un risque. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est le credo de Capital.com. Il faut gérer son risque et Capital.com propose des outils de money management, de gestion du risque. L'application trading est disponible sur ordinateur ou encore sur smartphone. Android, iOS. Alors moi, je l'ai testé, je l'ai téléchargé. Alors, à la fois sur l'ordinateur, je vais vous montrer, et sur l'application smartphone, elle est bien faite, l'application smartphone. Et un grand nom, Forbes. Vous connaissez Forbes? L'a élu meilleure application de trading. Écoutez, trêve de blabla. La meilleure façon de découvrir les services de notre sponsor est de simplement le tester. Alors, pour le tester, on va faire ça de manière très simple. Il suffit d'ouvrir un compte de démonstration. Je suis ici sur la page d'accueil de Capital.com. Vous pouvez ouvrir un compte de démo. Rassurez-vous, je l'ai déjà ouvert, le compte de démo. Il est ici sous vos yeux. Vous reconnaissez, alors en haut à gauche, la liste des actifs qui sont disponibles, l'espace de négociation. Regardez en bas, messieurs, dames. Regardez ici. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Oui, vous reconnaissez les graphiques TradingView. Vous savez, les graphiques que j'utilise chaque semaine dans le Cryptos Technical Briefing, eh bien, ce sont les graphiques TradingView directement implémentés sur l'application. Alors, j'ai ici l'exemple d'un graphique du cours du Bitcoin en bougie japonaise hebdomadaire. Mais si jamais vous préférez rester sur TradingView et en même temps trader, sachez que le broker CFD Capital.com est intégré directement sur les graphiques TradingView. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir, je suis ici sur mon graphique du cours du Bitcoin en données mensuelles. Dans l'espace de trading, eh bien, vous pouvez vous connecter directement ici à votre compte Capital.com. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, je vais revenir sur la plateforme. Le credo de Capital.com, c'est la formation, c'est l'actualité, c'est la gestion du risque. Sur une plateforme unique, tout est rassemblé. Vous avez par exemple ici l'ensemble des actualités. Et pour vous former au CFD, au trading, Capital.com a créé une application dédiée qui s'appelle InvestMate. InvestMate, que vous pouvez d'ailleurs télécharger directement sur votre smartphone avec un ensemble de cours sur le trading, sur l'analyse technique, sur la gestion du risque, sur la gestion de l'effet de levier. Toujours d'ailleurs dans ces formations, si vous préférez vous adresser et écouter quelqu'un en direct, il y a un certain nombre de webinaires proposés par des traders professionnels qui vous sont proposés. Mais maintenant, parlons des frais. Quels sont les frais? Les frais, ils sont intégralement intégrés dans le spread de négociation. C'est du zéro commission. Au moins, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup ce système-là. Uniquement dans la fourchette de négociation, l'écart entre le bid et l'as. Alors, pour les positions de trading détenues au-delà d'une journée de trading, il y a bien sûr des frais overnight, des frais de trading. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous dans la description, vous avez le lien qui vous permet d'accéder à tout ce que je vous ai montré et qui vous permet surtout d'ouvrir un compte de démonstration et d'accéder donc à InvestMate pour vous former à la gestion du risque. Car oui, c'est risqué, n'oubliez pas, 87,41%. Oui,
87,41% des comptes de trading CFD perdent de l'argent avec Capital.com. Alors surtout, gérez votre risque. Voilà, remercions notre sponsor Capital.com. Et donc, quelle tendance pour le cours du Bitcoin cette semaine? Alors nous allons faire le tour d'horizon classique Bitcoin, Ethereum, BNB cette semaine Matic en quatrième crypto-monnaie. Mais permettez-moi, chers amis, de revenir sur l'affaire récente FTX, l'affaire du moment. Quel gâchis! Quel gâchis! Je l'évoquais dans ma vidéo la semaine dernière, le marché crypto tend le bâton pour se faire battre. Mais là, nous parlons d'un risque systémique. Avec le recul, nous pourrions même dire qu'il s'agit d'un signe noir, puisque personne n'avait envisagé qu'FTX, en tout cas qu'un acteur de sa dimension, puisse comme ça se retrouver sous le régime des faillites américaines au bout d'une semaine. Typiquement, c'est ce qu'on appelle un signe noir. Quel gâchis, parce que la semaine dernière, l'inflation a ralenti aux États-Unis, je vais en dire un mot, le dollar US a fortement corrigé, les taux sont stabilisés. C'était le facteur cross-asset pour permettre une impulsion haussière du marché crypto. Mais voilà, le marché crypto se retrouve embourbé dans ses propres problèmes, alors que depuis quelques mois, il réagissait aux corrélations des autres classes d'actifs. Donc quel gâchis, quel gâchis. Cela nous fait entrer dans la dernière phase de purge, c'est ma conviction. La dernière phase de purge, la 5e vague de baisse. Maintenant, quelle sera son amplitude? Nous allons en discuter. Je vous ai préparé tout un tas de graphiques techniques sur ce sujet. Mais c'est délicat, l'affaire n'est pas terminée. Pour le moment, l'effet domino a été évité, mais on sent encore que c'est très fragile cet environnement. Et donc, quel gâchis! Parce que des éléments intermarchés auraient pu permettre au marché crypto de transformer ce qu'il faisait depuis l'été dernier. Alors, tout d'abord, concernant cette affaire FTX, je l'ai ici mis sur l'écran en haut, je vais réduire. Vous avez donc sur le site Cryptost de quoi suivre en direct les actualités. C'est vrai qu'il y a des informations partout, on peut en trouver sur Twitter, sur Internet, en suivant le compte Twitter du patron de Binance ou d'autres. Mais sur Cryptost, sur la page d'accueil, vous avez un système de direct comme ça qui vous propose toutes les informations sur ce sujet et ça permet donc de ne rien manquer parce que l'information tombe toutes les heures ou toutes les 2 heures. Ça reste vraiment le sujet chaud du moment. Ça a sapé la confiance. Je vais vous montrer des données de volume. Il y a eu un désengagement. Alors, bon, moi je me souviens, 70K, tout le monde annonçait 100, c'était le point haut. Désormais, tout le monde annonce 0. Moi, mon opinion, je vous donne tout de suite mon opinion. À partir du moment où le risque systémique est évité, c'est-à-dire là, une disparition pure et simple d'FTX, tous les clients perdent leurs fonds, une catastrophe pour les entreprises liées, avec un début d'effet domino sur d'autres exchanges, des retraits massifs. Si ce scénario arrive, exit l'analyse technique, on ira dans le no man's land technique et très bas. Si ce risque systémique est évité et sous contrôle, nous sommes techniquement dans une zone d'intérêt de long terme. Ou en tout cas proche. Vous allez voir en termes d'écart, de momentum, de statistiques historiques. J'aime beaucoup ça, je vous ai préparé ça. Donc c'est une 5e vague de baisse, on le voit bien. Alors 5e vague, la vague 5 en vague d'Elliott, je vous rappelle que c'est la dernière phase d'un mouvement. Il y a des objectifs théoriques pour ça. Grosso modo, ça donne entre 9 000 et 13 000 $. En même temps, vous me connaissez, j'ai trouvé des divergences, mais ça ne veut rien dire une divergence quand elle n'est pas active. Donc voilà, c'est vraiment l'incertitude totale, à la fois sur le plan fondamental propre au marché crypto et technique, mais c'est passionnant. Et donc je vous propose de passer aux illustrations que j'ai prévu de vous montrer. C'est parti. Alors, tout d'abord, oui, donc n'hésitez pas, sur le site Cryptos, vous avez de quoi accéder à l'information, c'est très complet, l'équipe bosse H24 pour tout suivre, c'est très clair. Il y a un autre conseil, moi, que je peux vous donner. Si vous êtes sur Twitter, vous pouvez suivre le patron de Binance, il n'arrête pas de faire des communications. Bon, il essaye un peu mine de rien, il a joué avec le feu, ce monsieur. Maintenant, il essaye un peu de rattraper, d'éviter que tout parte en vrille, si vous me permettez l'expression. Mais on sent que ça reste compliqué. Alors, justement, la confiance a été sapée, ça va prendre du temps. Vous avez ici, je commence par ça, un graphique qui compare en jaune le prix du Bitcoin
Et la courbe bleue, c'est ce qu'on appelle l'open interest. Donc la quantité de contrats à terme créés au total hein, sur les contrats futurs crypto. Mais regardez, alors que ça avait tendance à remonter à la différence des prix, un effondrement la semaine dernière. Certains se sont dit, bon, cette fois-ci, le marché crypto s'amuse à se faire mal tout seul. Nous le quittons, voilà, il y a eu un nouveau plus bas de cet engagement institutionnel. Et moi, je vous dis, alors je vais en parler de savoir si à long terme c'est intéressant. Il y a maintenant cette incertitude liée aux exchanges. D'ailleurs, on peut imaginer que les entreprises qui proposent de quoi stocker ces cryptos en dehors des exchanges vont, à mon avis, pas mal en bénéficier. Hein. C'est le début, je pense, d'une belle vague pour elles. Mais c'est dommage parce que la semaine dernière, l'inflation a ralenti aux États-Unis. Je ne dis pas que l'inflation a fait son point haut ou qu'on commence une forte désinflation, je ne sais pas. Mais le marché a réagi d'une manière qui aurait pu soutenir les cryptos. Je vous ai souvent répété le lien avec le dollar, les taux d'intérêt, le marché action. Regardez ça, chers amis. La bougie, je vais passer en données hebdomadaires. La semaine dernière, regardez ce que le dollar US a fait la semaine dernière. C'est ce que je n'arrêtais pas de surveiller, vous le savez si vous suivez mes vidéos, je n'arrêtais pas de surveiller ça. Pour que ça soutienne le marché crypto, le support a été cassé, les taux d'intérêt sont stabilisés, le marché action continue sa reprise. La Fed va encore monter ses taux, mais on est proche de la fin de la hausse des taux. L'or et l'argent en ont fortement bénéficié. Et le dindon de la farce, le marché crypto, avec cette affaire FTX, qui est, oui, c'est un signe noir. Le signe noir, c'est un événement fondamental de risque qu'on n'avait même pas listé. Vous savez, parfois on liste des risques potentiels. Là, c'était même pas, on n'y pensait pas. C'est arrivé comme ça, c'est tombé. Et bon, et ça, pour le coup, il va falloir encore du temps. Alors voilà. On va maintenant discuter un peu de la suite. Est-ce opportunité, pas opportunité? Vous savez, bon, on peut dire opportunité de long terme tous les jours. Je ne vais pas me livrer à cet exercice. Mais quand même, regardons. Je sais que l'environnement est compliqué, qu'il y a ces nouvelles données fondamentales. Que valent les charts dans l'environnement actuel? Mais écoutez, il ne faut pas abandonner pour autant. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Moi, j'ai repris tous mes charts. Je me dis vraiment qu'on est sur un niveau extrême bas. En tout cas, dans la jeune histoire des cryptos, du Bitcoin, 12 ans, 13 ans, on arrive sur des niveaux quasiment inconnus en termes d'écart de baisse. Alors, on peut effectivement encore aller en dessous, mais ce serait là une énorme nouveauté et ce serait cette fameuse activation du risque systémique. Ça peut être quoi? Ça peut être effectivement l'effet domino, ça peut être aussi une décision de régulateurs, des régulateurs internationaux qui là décideraient de siffler la fin de la récré. Et bon, mais je ne crois pas à ça, je ne sais pas si ça va arriver, j'espère pas. Mais voilà, les prochains jours, semaines sont un peu incertains à ce niveau-là. Après, Wall Street est quand même très lié. Les cryptos se sont développés à Wall Street, ils n'ont pas intérêt à se couler eux-mêmes. Bon, alors, premier graphique, la capitalisation boursière totale crypto revient sur ses plus bas. Alors, beaucoup mettent en avant un double bottom potentiel. Vous voyez, hein, on est revenu sur les plus bas de juin dernier. Je vous rappelle qu'un double bottom, il faut déjà remonter à la ligne de coup. Non, pour l'instant, c'est une nouvelle jambe de baisse. Oui, mais effectivement, ça diverge. Vous allez voir, il y en a partout des divergences. Vous me connaissez. J'en ai trouvé partout des divergences. Ça vaut ce que ça vaut. Une divergence haussière, ça ne retourne pas un marché à la hausse. Ça peut signifier que simplement on baisse moins vite. En tout cas, il y a une alerte. Que valent les petites divergences haussières techniques de Vincent Gann face à l'incertitude fondamentale actuelle? Ben justement, pas grand-chose. Donc, prenez du recul. Alors, c'est parti, je vous montre les choses qui, moi, m'intéressent. Donc, ce double bottom, j'y crois pas trop. Là, c'est un graphique intéressant. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données mensuelles du cours du Bitcoin, en échelle logarithmique. Très bien. Regardez bien, s'il vous plaît, cette courbe en bleu. De quoi s'agit-il? Il s'agit du rate of change, du taux de variation à 12 mois. Le taux de variation entre aujourd'hui et il y a un an. Regardez historiquement, depuis 2010, à chaque fois, il y a eu 2 rebonds sur un support à moins 73%. Moins 73% de baisse sur 12 mois. Et regardez la courbe, on arrive dessus. Là, nous sommes à moins 71.
C'est-à-dire que si le Bitcoin perd 3% de plus, il revient sur cet énorme support. Que va-t-il se passer? Écoutez, on n'a que 2 occurrences, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un troisième rebond, mais si on passe en dessous, on rentre dans l'inconnu. En tout cas, c'est pour montrer qu'en termes d'écart à la moyenne, on arrive sur des excès baissiers de fou, ou en tout cas des zones où en dessous de laquelle ça va être tendu. Ça, c'est la première chose, c'est un gros support, et ça va plutôt dans le sens du point bas à 15 000 et pas à 10 000. Mais bon, je reste très prudent. Autre graphique, le second. Vous connaissez cette courbe, c'est une courbe qui représente le pourcentage, le drawdown du Bitcoin par rapport à son ancien record historique. Alors moi, je pratique l'analyse chartiste sur ce genre de courbe, mais même j'ai mis un RSI. Regardez sur quel support on arrive. Un point, c'est en 2011. Ici, 2018. Un point, 2 points, j'existe. Voilà, ligne de tendance. Rappelez-vous, je vous en parlais de cette ligne de tendance. Je disais que c'était le risque ultime, qu'on pouvait aller la chercher. Je ne savais pas que ce serait à cause d'FTX. C'est 3% plus bas. Ça va aussi dans le sens des 15 000. Parce qu'en fait, il y a un consensus, là, tout le monde attend entre 9 et 13. Est-ce que le marché va se jouer de ça? Il pourrait s'en jouer de deux façons. Il pourrait aussi aller en dessous et aller à 3. Hein. Donc, voilà, maintenant, dans la tête de tout le monde, ça va entre 9 et 13. Ce type de chart nous dit que à 15 000, il y a déjà quelque chose. Par contre, oui, on peut casser le support. Eu égard au risque systémique potentiel, c'est tout à fait ce genre d'événement qui peut balayer ce type de trendline. Et si on revient sur les plus bas historiques, c'est moins 93% de baisse depuis l'ex-ATH. Là, ça nous emmène 20% plus bas. Hein. Donc ça, va falloir surveiller ça. Je vais le surveiller tous les jours de toute façon. Alors, donc, rappelez-vous de ce graphique. Je vous avais expliqué qu'on était face à une alternative, soit de répéter 2018, soit 2019. Eh bien, sans surprise, avec FTX, on a répété 2018. Nouvelle jambe de baisse. 5e jambe de baisse, donc on va regarder ça. Et là aussi, je trouve une Yves. Voilà. Le nouveau plus bas est en divergence avec le momentum. Donc c'est à noter. Je ne dis pas que ça veut dire qu'on va réintégrer 18 000, 19 000. Je relève une divergence qui peut prendre corps dès lors que, là aussi, l'effet domino négatif sur les exchanges serait évité. Tout le monde attend cette zone. Je vais vous remontrer pourquoi entre 10 et 14. C'est aussi une grosse zone héliotiste. Alors, où en sommes-nous? C'est la 5e jambe de baisse. Vous avez ici le cours du Bitcoin en hebdo, la première, la deuxième, la 3, la 4. Nous sommes dans la 5. Nous sommes dans la vague 5. Cette vague 5, il y a plusieurs façons de calculer son objectif théorique. On peut reporter l'amplitude de la 1 à la 3 au top de la 4, reporter la 1 au top de la 4, reporter la 3 au top de la 4. J'ai regardé toutes les extensions, je vous montre ça, jusqu'où cela nous mène. Alors ici, vous avez l'amplitude de la 1 à la 3 au top de la 4. Le 0,618, c'est ça qui est surveillé, c'est les 10 008. On va regarder maintenant, on va projeter la 3 au top de la 4. On va bien être au top de la 4. On va faire une 3 égale 5. Alors c'est assez rare, mais ça nous amène à 9000. Par contre, une 5 égale 0,786 de la 3 nous ramène ici à 11 500. Regardez la zone chartiste. 11 500, 14 000. C'est l'énorme zone chartiste. Le volume, c'est plutôt 10-11 000. Et grosso modo, toutes les extensions de Fibo, dans le cadre de ce décompte, pour la vague 5, nous envoient entre 9,3 et 14. Ça semble être le scénario maintenant évident. Moi, je me méfie des consensus. Bien sûr que si là encore de mauvaises nouvelles tombent, que c'est une catastrophe, cette affaire FTX, ou que les régulateurs tapent du poing sur la table et créent un mouvement de retrait, alors là, on ira même en dessous. Mais si on évite ce risque, et je vais arrêter de répéter ce mot systémique, c'est peut-être... Je me méfie quand tout le monde attend la même zone. Donc attention. En tout cas, nous sommes là. Le débat du moment, 15, 9, 3, après voilà, forcément basculer sous cette zone pour revenir chercher les plus bas du Covid ou ici 2018, là ce serait vraiment un effondrement de plusieurs exchanges. C'est ce que je pense. Le risque fondamental pour revenir chercher ces niveaux-là, entre 3 et 5 000, c'est un effondrement en cascade des exchanges. Et là, pour le coup, oubliez les cycles théoriques de la vague 5, vous allez avoir une super vague 5 qui ira tout au fond.
Donc pour l'instant, on peut continuer ce travail technique, mais il faut rester effectivement prudent et réaliste quant à l'actualité. Pour redonner un signal haussier technique, il faudrait redépasser 18 000, 18 500. Là c'est pareil, je vous remonte le stock to flow modèle. Bon, on est sorti par le bas de l'ultime bande d'écart par rapport à la ligne du stock to flow. Ça s'était déjà arrivé il y a un certain temps, en 2011. C'était un piège, on avait réintégré. Mais c'est quand même tendu. Ici, on avait coulé, c'était reparti. Bon. Donc, est-ce que ça va dans le sens de ce qui serait ici des divs? Écoutez, je ne sais pas, on peut toujours trouver des choses pour se rassurer. Ce qui est certain, c'est que en termes d'action des prix, sans dépassement de résistance, la tendance reste baissière. Il faut repasser 18 500 pour repasser boule. Pareil sur le ratio Bitcoin S&P 500 qui casse un support nouveau plus bas, il y a potentiellement une div. Et là, en données 4 heures, voilà, vous avez le basculement sous l'ancien plus bas. Tant qu'on est en dessous, c'est correctif. On repasse au-dessus de 18 500, eh bien c'était peut-être un bear trap, mais pour l'instant, nous n'en sommes absolument pas là. Nous n'en sommes absolument pas là. Donc voilà. Alors, un mot sur ETH, BNB et Matic, je vais les chercher tout de suite. Alors, pour ETH, écoutez, de toute façon, maintenant, la plupart des autres cryptos attendent le... Moi, si vous voulez, encore une fois, ce n'est que mon avis, ma position personnelle, et naturellement, vous le savez, je me trompe peut-être même souvent. Moi, je pense quand même que sur Ethereum, c'est une opportunité de long terme. Je ne sais pas si on fait le point bas là à 1000, 1100 ou est-ce qu'on va faire 700, 800. En fait, quand on y réfléchit à long terme, cette zone, pour Ethereum, moi qui pour 2025 vise un retour sur les plus hauts, vers les 4-5 000, j'estime que ce qui se passe actuellement, c'est une purge qui permet d'obtenir un bon prix. Ça, c'est ce que je pense pour Ethereum. Alors, que nous dit l'analyse technique court terme pour ETH? Pas de nouveau plus bas, à la différence du BTC. Il y a eu une incursion dans cette zone qui était la zone de liquidité des 1000-1200 de juillet dernier. Pour l'instant, ça tient. Bon, voilà, ça finalement, le marché reste complètement en range. Il n'y a pas de signal technique. Je vous montre ici en données hebdomadaires. On repassera haussier le jour où on franchira la moyenne mobile à 30 semaines, celle de Stan Waldstein. On est encore bloqué en dessous. On est d'ailleurs bloqué sous l'ex-ATH. Mais moi, j'ai tendance à croire que c'est une zone d'accumulation, éventuellement encore une ultime frayeur pour des mauvaises nouvelles du côté des exchanges vers 700-800, mais je n'envisage pas pire. Une dernière purge, éventuellement, mais j'estime toujours que le marché finira par revenir tester cette ligne de tendance, 1 point, 2 points, j'existe ici, qui n'a toujours pas été approchée. Et c'est ce que j'envisage toujours. Alors voilà, maintenant, est-ce qu'il faut rentrer dans cet intervalle? Tout chacun fait comme il l'entend. Hein. Moi, j'ai été assez transparent sur la façon dont je vois Ethereum à long terme. Ensuite, chacun décide de ce qu'il veut faire. Mais finalement, si je devais en choisir un dans l'environnement actuel d'incertitude, finalement, ça c'est... qui d'autre à part Ethereum, hein? Qui d'autre? Alors oui, qui d'autre? Bien peut-être Binance, un des grands gagnants de l'affaire en tout cas. C'était intéressant la poussée qu'il y a eu dans un premier temps, et on a rejoint d'ailleurs cette trendline. Là aussi, Binance, pour le moment, il y a cette zone d'accumulation au-dessus des 260-70 qui tient encore le choc. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles sur les exchanges, soit concernant un exchange, soit concernant la régulation, un régulateur qui n'a pas du coin sur la table, c'est une zone d'accumulation. Après, voilà, est-ce qu'il manque encore une purge et tout? Je ne sais pas. Et franchement, je vous mentirais si je vous dis que je sais ce que va faire le marché à court terme. Hein, il faut à un moment ou à un autre être honnête. Mais autant à 60, 70 000, après plusieurs mois de tendance haussière, c'était aller chercher 100 000, c'était le scénario trop évident et finalement le marché a rejeté. Autant j'ai l'impression que là, beaucoup, peut-être certains par plaisir, veulent enterrer trop vite le marché crypto ou l'envoyer à zéro. Bon, j'espère que ça ne va pas arriver parce que ce serait négatif pour un certain nombre de personnes. Mais j'ai l'impression que parfois, lorsqu'on a ce type de discours, et qu'on n'est pas loin de l'opportunité de long terme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on verra. Donc le Binance Coin, toujours cette zone d'accumulation qui tient pour le moment. Golden Cross,
on va être prudent. Hein. D'ailleurs, pour avoir un Golden Cross, il faudrait que la MM200 soit haussière. Donc, c'est pas vraiment le cas. Donc, ça reste neutre. Matic. Alors, Matic, en données hebdomadaires, intéressant de noter que le marché a refranchi la moyenne mobile à 30 semaines. Regardez le Disparity Index à la moyenne mobile à 30 semaines qui nous a fait un rounding bottom. J'ai tendance à rester haussier tant qu'on se maintient au-dessus de cette MM 30 semaines, donc au-dessus des 0,80. J'y ajoute les Shimoku hebdomadaires, vous avez Kijun, donc en reprise au-dessus des 0,80. Maintenant, pour repasser vraiment haussier en tendance, il faut dépasser cette zone. Hein. Énorme résistance des 1,60. Mais voilà, je ne serais pas surpris que le marché s'essaye à venir essayer de tester cette résistance, en tout cas aussi au-dessus des 0,80 et en dessous, si on recasse le niveau, alors là c'est 0,60 minimum, voire plus bas, donc ensuite prudence. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le briefing de cette semaine, j'espère qu'il vous a plu. Continuons donc de suivre cette actualité autour des exchanges. Nous sommes dans un scénario de signe noir, hein. Alors, bon, donc il faut l'accepter. Maintenant, sur le plan technique, tendance à croire que la zone actuelle, peut-être encore un poil plus bas, pourrait être une zone d'entrée intéressante, mais comme bien sûr ça reste incertain, c'est chacun décide de s'exposer en termes de volume, sans se mettre en risque. Mais voilà, je vous laisse à votre réflexion sur mes arguments, et puis bonne semaine à tous, merci.